Bonsoir. Du coup, on vous propose de se présenter toutes les quatre assez brièvement, et puis du coup d'ouvrir le débat avec vos questions, et on verra ce qui en émerge, voilà, avec plus de précision. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Chloé Bramy, je suis méditante depuis très longtemps. J'ai commencé dans l'enfance. Et aujourd'hui, je suis médecin et doctorante au CRI, et je travaille sur un sujet assez proche finalement du film qu'on vient de voir, en lien avec la pédagogie et le prendre soin, mais plutôt adapté aux étudiants en médecine. Donc comment leur apprendre à la fois les valeurs sous-tendues par la mindfulness, donc comme on a vu, la bienveillance, etc. Et puis aussi à prendre soin d'eux-mêmes pour mieux prendre soin de la société. Voilà, donc c'est un petit peu le projet, et qui est encadré par un projet de thèse qui est réalisé à l'école doctorale du CRI. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Sidonie Lombardo-Amnespec, je suis psychologue de formation. Je suis également formée en aptonomie et je suis aussi animatrice d'atelier philo. J'ai été formée chez Sèvres. Voilà. Je suis ici au titre de l'association qu'on a fondée avec Judith, qui s'appelle Les Tisseurs d'Humanité, la Fabrique du Lien. L'objet de cette association, c'est de remettre au cœur dans les écoles la dimension relationnelle et la dimension humaine, pour que l'école soit vraiment un lieu où se tisse l'humanité. Et pour ça, on a 3 axes de travail. Le premier axe de travail s'adresse aux enseignants. Donc c'était très intéressant aussi de voir le film, parce que effectivement beaucoup de choses se rejoignent dans différentes disciplines, et c'est ça qui est très intéressant. Et donc notre parti pris, c'est de se dire que pour pouvoir nourrir les enfants, il faut soi-même pouvoir être bien nourri et bien soutenu. Donc ce que nous proposons, c'est de valoriser et de soutenir le travail des enseignants sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est de les former aussi la dimension de l'intelligence émotionnelle, des compétences socio-émotionnelles. Pour les enfants, notre objectif est de leur permettre de développer une plus grande conscience d'eux-mêmes, donc à travers les ateliers philo, la pensée critique, etc. Et puis, alors nous, on appelle ça des pratiques de l'attention, mais je crois que ça se rejoint aussi. Et puis, de la relaxation, enfin, voilà. Et puis, le troisième axe, c'est vraiment le lien parent-école, famille-école, pour que l'accompagnement de l'éducation d'un enfant ce soit pas compartimenté. Alors c'est pareil, ça a rejoint, je sais plus, je crois que c'est Marion qu'on parlait tout à l'heure. J'espère que j'ai été claire. Bonsoir. Alors mon nom c'est Judith Paco-Solars, je suis psychomotricienne de formation. Je suis également cofondatrice d'une association qui s'appelle Les Tisseurs d'Humanité. Et je suis élue sur la ville de Daumont. Et donc, grâce à ce petit pouvoir, je suis en train d'essayer de faire rentrer en fait la relaxation dans les écoles. Et j'espère avoir l'occasion de vous expliquer les difficultés qu'on a rencontrées. Voilà, je passe la parole à ma voisine. Bonsoir, je suis Laurence de Gaspari. Je représente l'association Enfance et Attention, qui est une association créée pour le développement de la mindfulness auprès des enfants et des adolescents en France. On pratique donc et on transmet la mindfulness auprès des enfants et des adolescents dans les écoles sur la base de plusieurs programmes, dont le programme Eileen Snell, qui a écrit le livre Calme et attentif comme une grenouille, et le programme Mindful Up de Jeanne Siofachin, qui a écrit le livre Tout est là, juste là. Plus 2 autres programmes, un programme anglais et un programme belge. Et donc, on pourra répondre à toutes vos questions sur la façon dont ces programmes sont accueillis dans les écoles publiques et privées en France. L'association Enfance et Attention est une association qui regroupe des professionnels qui ont été formés aux méthodes que je vous ai citées, mais on n'est pas centre de formation.
justement pour garder toute objectivité et rigueur. Mais sur le site de l'association, vous trouverez toutes les informations sur les formations qui sont accessibles en France. Et effectivement, pratiquer pour soi est une des premières étapes. Et donc, je peux renvoyer les personnes qui sont intéressées vers l'ADM, l'Association pour le développement de la mindfulness, qui organise des programmes de pratique de mindfulness pour adultes. Mais j'ai cru comprendre que la plupart des gens dans la salle pratiquaient déjà la méditation. Donc, c'est pour ceux qui souhaiteraient approfondir ou pratiquer dans un cadre de méditation de pleine conscience, c'est-à-dire méditation laïque. L'ADM ne s'adresse que aux adultes. Et quand je parlais de suivre des pratiques à l'ADM, c'est pas forcément pour être formateur, mais pour soi-même pratiquer, s'imprégner. Et effectivement, les formations pour transmettre aux enfants ont toutes comme prérequis déjà d'avoir suivi soi-même un protocole MBSR, MBCT, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais avec des bases justement de pratiques de méditation de pleine conscience laïque, comme on a pu voir dans le film. Les protocoles MBSR et MBCT sont des protocoles de méditation de pleine conscience. Donc MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction. C'est un programme qui a été mis en place il y a plus de 40 ans maintenant par le docteur John Kabat-Zinn aux États-Unis. Et MBCT, c'est Mindfulness Based Cognitive Therapy, donc thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Et c'est de ces programmes pour adultes qu'ont été adaptées les méthodes pour enfants qui sont accueillies dans notre association. Alors moi, j'avais une petite question sur les pratiques de méditation chez les enfants. Et il y a des articles récents qui montrent chez l'adulte en fait que les adultes peuvent expérimenter des choses un peu douloureuses, difficiles, qui peuvent potentiellement avoir des effets secondaires, on va dire, à cette pratique. Est-ce que chez les enfants, parce que c'est peu documenté, est-ce qu'il y a des études sur des effets secondaires à la pratique de la méditation pleine conscience chez les enfants? Alors, en fait, donc moi je suis psychomotricienne, donc je ressors dans mon cabinet des enfants qui viennent parce qu'ils ont une problématique donnée. Et donc pour le coup, je rencontre des difficultés par rapport à ce type de méthode. En fait, pour que vous compreniez un petit peu mieux, il y a plusieurs types de mindfulness. J'ai déjà bien compris, on le voit bien dans le film. Il y a également plusieurs types de relaxation. Et on peut envisager de voir la mindfulness comme une méthode de relaxation. Mais ça, j'aimerais pouvoir en discuter avec mes collègues. Et ce qui se passe, c'est que les tout-petits ne peuvent pas avoir des inductions qui sont verbales. Et on l'a vu aussi dans le film, tout passe par le corps. Vous avez vu au début, ils font une étoile avec la main. Quand ils font du hip-hop, ça passe par le rythme. Le rythme, c'est quelque chose qui passe par le corps aussi. Et en fait, chez le tout-petit, il faut impérativement que ça passe par le corps. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut aussi parler de pathologies pour lesquelles c'est plus difficile, en fait. Par exemple, un enfant qui arrive pour une instabilité psychomotrice, on ne va pas le mettre directement en méditation ou en relaxation. On va passer par d'autres outils au préalable. On va d'abord lui proposer du mouvement pour qu'il puisse accepter de ressentir en fait son corps dans le non-mouvement, parce que parfois c'est trop angoissant d'être dans le non-mouvement. Donc voilà, peut-être une petite limite en fait à cette pratique-là. Il y a les relaxations qui sont à induction verbale, comme la méditation de pleine conscience, et il y a la relaxation qui sont donc à mobilisation corporelle. Et dans la relaxation qui est à induction verbale, il y a deux types de relaxation. Il y a celles qui vont partir de l'esprit pour détendre le corps. On peut parler de sophrologie aussi. Et il y a celles qui vont partir du corps pour détendre l'esprit. Et là, on va parler d'autres méthodes qui vont être utilisées chez le tout petit beaucoup. On peut parler de Jacobson, on peut parler de Schultz, on peut parler aussi d'autres choses. On peut déposer des sacs de sable qui sont lestés sur le corps pour que l'enfant puisse ressentir les différentes parties de son corps, tout en essayant de maintenir quelque chose de très englobant. Voilà. Et faire très attention aux angoisses de morcellement qu'on peut retrouver dans certaines pathologies. Si je peux compléter,
la méditation de pleine conscience ou mindfulness part du corps, on part de la respiration, et effectivement, il y a des pratiques dans l'immobilité, mais de nombreuses pratiques en mouvement, des exercices de mouvement en pleine conscience, de la marche en pleine conscience, et effectivement, avec les enfants, toutes sortes de supports attentionnels qui permettent de prendre conscience de sa respiration, parce que effectivement, c'est pas toujours évident, de prendre conscience des parties du corps qui sont mobilisées dans certains mouvements, de prendre conscience aussi de la façon dont les émotions s'incarnent corporellement. Donc, tout part du corps, et je pense que ça a été bien expliqué dans le film aussi. Et peut-être la différence qui est importante de noter entre mindfulness, donc méditation de pleine conscience, et relaxation, c'est que dans la mindfulness, l'objectif, l'intention est d'être présent à ce qui est maintenant. Donc si ce qui est maintenant, c'est une tension, on ne va pas chercher une relaxation, simplement à prendre conscience de cette tension, de cette douleur, de ce malaise. Et un des effets bénéfiques peut être la détente, si on a laissé justement de la place à cette tension, cette douleur, cette souffrance, mais ça n'est pas ce qui est recherché. L'intention, c'est vraiment d'être présent à ce qui est là, que ce soit agréable ou désagréable, pénible ou désiré. Alors, moi, le mot qui m'est venu quand tu as demandé la météo intérieure, c'est que j'ai été touchée, vraiment très touchée, avec des frissons. Et je m'intéresse de plus en plus à la compassion et au côté ouverture de cœur. Et ce film en parle beaucoup. Et ça, je trouve que c'est vraiment très juste, et c'est une voix, moi, qui m'inspire beaucoup. Et du coup, ça m'a donné envie encore d'explorer encore plus ce chemin-là. Et je vois à quel point les enfants sont touchés. Donc, je pense que ce film va bien, j'espère, apporter l'envie d'eux et ouvrir des portes. Ouais. Et je crois que le message de ce film, il est aussi il est touchant parce qu'il est universel, parce qu'il vient remettre le lien au cœur. Et moi, ce que j'ai entendu dans ce film-là, c'est que finalement, alors c'est mon analyse, ça va prêter à discussion, je pense, mais notre société, elle est malade de cette perte de lien. C'était très fort dans certaines images du film parce qu'on voyait que ces enfants, pas tous, mais certains étaient vraiment dans un environnement très urbain. Alors c'est vrai que quand on vit dans un environnement très urbain, comment on fait pour s'ancrer au vivant ? Et finalement, la proposition de la pleine conscience, mais c'est une proposition et je pense qu'il y en a d'autres. Enfin, c'est pas la seule et unique, mais ce qu'elle propose en tout cas, c'est ce chemin de reconnexion à soi. Et je crois que c'est essentiel parce que si on n'est pas connecté à nous-mêmes, on ne peut pas prêter attention à autrui et donc au monde. Voilà. Enfin, moi, c'est entre autres la réflexion. Mais c'est vraiment l'objet de la compassion, pour le coup, de nous rappeler qu'on souffre tous et qu'on partage tout ça. Et ça, dans le film, c'est vraiment mis en valeur. C'est-à-dire que qui est-ce qui ressent ça ? Le prof lève la main. Et ça, c'est ce qui manque dans nos écoles. En tout cas, moi, j'ai 4 enfants et clairement, c'est ce qui manque dans les écoles, depuis tout petit à très grand, y compris dans les études de médecine, puisque j'ai une fille en études de médecine. Donc ça, voilà, il faut que ce soit vraiment vu et qu'on en parle. Et voilà. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, dans le film, il disait aussi qu'on m'a pas appris, mais parce que les adultes qui les ont accompagnés, on leur a pas appris. Et alors, vous allez me dire si je dis des bêtises, mais avec l'essor des neurosciences affectives et sociales, il y a pas très longtemps, finalement, on comprend finalement l'importance des relations, des émotions, etc. Et que ça s'apprend. Et c'est tout nouveau, en fait, dans l'histoire de notre humanité. Et pendant le film, je me posais vraiment la question, mais les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui, on n'y a pas toujours été, alors pourquoi c'est plus fort maintenant ? Et je pense vraiment que c'est parce qu'on est très déconnecté du vivant. Bonjour, je viens de l'Inde où on a fondé une école, mon mari qui est français et moi, depuis 20 ans. Et justement, qui est une école alternative dans laquelle, bien sûr, on a ramené le corps, les sens différents, y inclus
le 6e, 7e sens, l'intuition, etc. Donc ça fait 20 ans. C'est une école internationale où les enfants passent le bac international de Genève. Donc ce que je veux dire, bien sûr on est tous d'accord, et ce film est magnifique parce que ça montre quand même le mindfulness comme un outil. Mais prenons l'exemple de l'Inde, où quand même le yoga est pratiqué presque obligatoirement dans toutes les écoles. Et qu'est-ce qui est devenu yoga? Un sujet. Ok, et le danger, je veux dire pour les écoles, dans ce mouvement qui vient maintenant de l'Occident, c'est qu'il ne faut pas que ça tombe en quelque chose de séparé de cursus scolaire. Que le mindfulness doit être intégré avec le programme scolaire. Mais la question qui est implicite dedans, c'est pourquoi notre éducation, partout dans le monde, crée le stress, pourquoi on est déconnecté quand on va à l'école, pourquoi on ne peut pas aller à l'école pour le plaisir d'apprendre, pour être libéré dans notre corps et esprit. Donc moi, je pousserai le débat pour dire que toutes les techniques qui amènent le bien-être doivent être fondamentalement intégrées avec le programme scolaire. Sinon, ça devient un truc à part. Ça veut dire que pendant une demi-heure, une heure, j'ai fait quelque chose de ludique ou quelque chose avec mon corps, avec la musique ou le mindfulness, etc. Et après, je vais encore ouvrir mon texte scolaire, repasser mes examens et repartir dans le stress. Mais ça, c'est fondamental. Et je veux vous rappeler que le Lancet Commission, qui est en 2016, qui est une commission de 5 grandes universités anglaises sur la santé mentale et physique, en 2016 a dit que le déprime va être la numéro 1 maladie du monde entier, surtout chez les jeunes et les adolescents. Pour rebondir sur votre remarque, effectivement, quand on intervient dans les classes, on intervient avec l'enseignant. L'enseignant suit le programme avec nous et en général, à la fin du programme, ils nous disent qu'ils ne peuvent plus enseigner de la même façon qu'avant, puisqu'ils pratiquent, et c'est assez émouvant d'ailleurs les enseignants qui disent qu'ils font les pratiques, qu'ils apprennent avec et pour les enfants, chez eux, pour eux-mêmes, et ça leur donne effectivement une ouverture et une façon d'appréhender la relation à l'enfant, la relation à soi-même, la relation à l'autre, complètement différente. Donc, je souscris tout à fait à ce que vous dites, et je crois que je ne suis pas la seule. Je voulais vous dire merci parce que c'est vraiment fondamental en fait quand on parle d'éducation d'intégrer la transformation globale et en même temps ça me fait penser vraiment aux valeurs en fait qui sont sous-tendues par la mindfulness et le fait de pas en faire qu'un outil, c'est aussi cultiver pour nous-mêmes ces valeurs en fait. Donc c'est peut-être en cultivant beaucoup ces valeurs qu'on pourra les intégrer très globalement dans le système. Voilà. Oui. Juste pour finir en fait avec cette très intéressante intervention, c'est exactement en fait là où on en est dans ce que je suis en train d'essayer de mettre en place. C'est-à-dire que on est rentré dans les écoles parce que en France il y a un temps, le temps du midi en fait dépend de l'organisation de la mairie. Et donc, en fait, je me retrouve psychomotricienne à la mairie et je me dis, qu'est-ce que je peux leur apporter? Donc, je forme les ATSEM, je forme les éducateurs et je leur propose, en fait, ce petit temps, en fait, de relaxation pour les enfants. Et à ce moment-là, les enseignants se tournent vers nous et nous disent, et ils ont complètement raison. Et à ce moment-là, on va taper, en fait, à l'Éducation nationale. On leur dit, écoutez, voilà, on a une demande très claire de l'ensemble des enseignants. Et là, on a un retour complètement fermé. On a un espèce de mammouth, en fait, qui n'arrive pas à entendre. Et donc, ça fait 2 ans, en fait, qu'on essaye de faire entendre ça. Et je me suis rendu compte qu'on ne s'entendait pas parce qu'on n'avait pas le même vocabulaire. Pas que, mais surtout. Et donc, on a essayé de comprendre, on a essayé de monter des dossiers ensemble, on a essayé d'utiliser le même vocabulaire, on a essayé d'avoir les mêmes objectifs, on a essayé de développer les mêmes valeurs qui ont été discutées déjà ici. Et on commence à monter un dossier et on va signer normalement dans les mois qui viennent en fait un accord avec l'Éducation nationale pour que du coup il y ait cette pratique qui rentre. Et en fait, ce qui manque, c'est les ponts. Et j'espère que ces ponts vont pouvoir avoir lieu et que effectivement, votre souhait va pouvoir être réalisable. En fait,
Au départ, dans un collège, soi-disant le collège le plus violent à Paris, c'est le collège Elsa Triolet de Saint-Denis. Donc on avait mis en place, on voulait mettre en place la méditation pour les ados. Et en fait, on s'est rendu compte sur le terrain qu'en fait, ces adolescents avaient beaucoup à dire. Ils avaient besoin d'un espace où on leur imposait rien. Et donc, ces enfants, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'une passerelle, justement, entre leurs besoins réels et comment arriver au silence. Ils avaient besoin d'abord, quand ils parlent, ça parle comme des mitraillettes. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'en placer une. C'est à celui qui en fera le plus à la minute. Et ensuite, c'était des enfants de 13 ans, donc en pleine évolution vers une maturité du corps adulte. Et c'était avec énormément d'énergie. J'ai fini par entendre ce qui était nécessaire. Et donc, j'ai créé un espace de parole ouverte. Et les enfants se sont transformés au fur et à mesure. Et on a eu des grands moments de silence où tout le monde écoutait ce silence ensemble, qui était lié à un apaisement des émotions. Et un apaisement où on leur laissait la place. Ça a duré 3 ans. Le principal a changé. Le projet est tombé. Et par contre, ça a été là, j'ai appris ce qu'était l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire les enfants ont exigé de faire le bilan eux-mêmes. Et il y avait énormément de silence. Il y avait un enfant de temps en temps qui parlait, qui disait ce qu'il avait ressenti. Et on m'a jamais dit « Bravo Nadine ». Ils se sont dit à eux-mêmes... la conclusion, c'était qu'ils étaient heureux d'avoir appris à grandir ensemble. Et c'était vraiment, ils s'est approprié complètement tout le parcours, ce qui était normal, puisque j'avais donné comme règle ni conversation, ni leçon, mais échange. Et sachant que je n'ai pas su le passé de ces enfants avant la fin, et que certains étaient à l'hôtel avec leur famille, ça veut dire SDF, et que on a fait quelques films, on les a un peu filmés, surtout vers la fin, et quand je revois ce qui est le bilan en particulier qui a été filmé et leurs paroles, je me dis que c'est incroyable de passer à côté de cela. Oui, mais peut-être un peu en continuation de tout ça. C'est vrai que l'enfant, c'est le père de l'homme et sans doute la mère de la femme et de l'homme aussi. Et que l'enfant a de toute façon déjà en lui ou en elle tout ce qu'on peut lui apprendre en mindfulness. Mais je pense qu'il y a une dimension bien supérieure à ça. Ce qu'a bien montré ce film, c'est que finalement la mindfulness, elle vient pour mettre un pansement sur les blessures au quotidien que chaque enfant reçoit, les violences qui lui sont faites, etc. Et donc ça, c'est déjà quelque chose. Et on devrait vraiment se poser la question, c'est pourquoi est-ce que le système inflige des violences au quotidien à chaque enfant? Ça, c'est une chose. Mais je voudrais aussi signaler une chose, c'est que même si l'enfant a déjà tout ça, le fait de lui permettre de le pratiquer, ça fait que non seulement ça crée des pansements et ça l'aide à faire face aux difficultés et aux agressions du quotidien, mais surtout ça lui permet de garder, cet enfant, la richesse qu'il a. Parce que la pire des choses que le système éducatif fasse, c'est de détruire un nombre incroyable de capacités que chacun d'entre nous avons eues lorsque nous étions enfants, que chacun des enfants aujourd'hui a, et qui disparaissent. Et pour vous donner un exemple, parce que ça va très 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 loin cette chose-là, par un certain nombre d'exercices qu'on pourrait appeler de mindfulness, mais de manière assez systématique et en travaillant vraiment sur les aspects de créativité, d'imagination, d'intuition, de visualisation, etc., etc. On arrive à avoir des enfants, quand on les prend assez jeunes, qui, vers l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, peuvent développer
une vision intérieure tellement forte qu'elle peut passer à travers des obstacles physiques. Et on a des exemples dans notre école d'enfants qui, après avoir suivi un programme intensif, peuvent avoir les yeux bandés et lire un livre qu'ils n'ont jamais vu, qu'on leur met devant. Donc je veux dire que les capacités que ça peut développer, qui existent en fait, ça ne développe pas de capacités. Ça permet de les garder intactes. Et ça, je pense que c'est une dimension de la mindfulness qui est loin d'être négligeable. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement permettre de faire face à, de survivre, ce qu'expliquait l'un des personnages dans le film. Bien sûr que ça aide à ça, mais je pense qu'il faut voir beaucoup plus loin. C'est que ça permet d'étendre la conscience, d'étendre la compréhension, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin et d'aider à ce qu'on ait des individus qui soient créateurs, qui puissent vraiment résoudre les difficultés, les problèmes que nous tous, aujourd'hui, on laisse à cette génération qui vient. Et c'est pas un monde très beau qu'on leur laisse, franchement, avec le changement climatique, des trucs, des machins. Et ils vont avoir à résoudre des équations, mais terribles. C'est pas A plus B au carré égale à 2 plus 2AB. C'est des équations bien, bien plus complexes que ça, dont on n'a pas les solutions aujourd'hui. Et justement, ce sont ces outils-là qui vont leur permettre de trouver ces solutions, et non pas de manière mécanique, mais de manière en totale conscience et oui, je dirais presque quantique. Voilà. Donc, je voulais intervenir sur ce point. C'est beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, moi, je découvre ça. Je ne le savais pas il y a 10 ans ni il y a 15 ans, parce que moi-même, je n'ai pas été élevée comme ça, mais je pense que personne ici. Oui, on porte tous un trésor en nous. Et quand on a compris ça refonde vraiment notre posture, alors parentale, professionnelle, quand on est accompagnant d'enfants, etc. Je suis thérapeute aussi, donc ça repose cette question-là de comment finalement on guide, et on n'éduque pas, on guide un enfant vers la découverte du trésor en lui. C'est un petit peu ce que vous dites, et lui permettre, pour reprendre ce que disait le film, qu'il ne se trahisse pas. Je crois que c'est un petit peu ce que vous dites, hein. Et je suis d'accord avec vous parce que la mindfulness, alors je pense que c'est effectivement un chemin, un outil pour se reconnecter à soi, pas perdre le chemin de soi, et pouvoir prendre des décisions dans sa vie qui sont toutes petites quand on est petit, mais qui deviennent grandes quand on devient grand, avec discernement. Mais un discernement qui soit juste parce qu'il est à l'écoute de ce qui est bon et juste pour nous et en nous. Et si on guide les enfants dans le respect de cette écoute-là pour eux-mêmes, eh bien effectivement, je pense que plus tard, ça peut donner des adultes qui peuvent écouter les autres, ce que je disais tout à l'heure, mais être vraiment connectés avec le monde aussi, dans son ensemble. Et c'est jamais trop tard pour accueillir ce qui n'a pas été accueilli, parce que c'est de ça dont on parle en fait. On découvre que quand on accueille les émotions, qu'on arrête de les juger et qu'on les entend juste comme agréables ou désagréables, et juste qu'on les accepte, il l'explique très très bien au début du film, ça fait beaucoup de bien. Enfin, j'espère que chacun d'entre vous l'a vécu et sait ce que ça fait. Et donc même à 99 ans, à 10 minutes de la fin de sa vie, si on peut offrir à quelqu'un cette reconnaissance-là, eh ben, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard, mais c'est jamais trop tôt non plus. Ah non, on est d'accord. Mais du coup, c'est une responsabilité maintenant ayant découvert ça, on n'a plus le droit de faire comme on faisait avant. Oui, ce que j'ai voulu mentionner aussi, c'est que par rapport à ce que j'avais entendu tout à l'heure, c'était qu'en fait l'éducation est basée sur des injonctions extérieures. Et du coup, à partir autour de 5 ans, on pourrait dire, oui, enfin à partir de l'entrée en l'école, on va dire comme ça aussi, l'enfant va apprendre
à tenir compte de ce que l'autre dit pour s'éduquer lui-même ou pour recevoir et pour tenir compte des informations de son environnement. Ce qui fait que dans le cerveau, ce qui se passe, c'est que il y a cette habitude-là, et après, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre toujours l'approbation de l'autre pour grandir. Et le problème, c'est que l'approbation n'est pas toujours là, et des fois, il y a des personnes très destructrices autour de nous. Donc, forcément, et donc pour moi, l'éducation aujourd'hui, c'est une éducation intérieure à retrouver et à remettre en place, parce que c'est vrai que être tout le temps dépendant d'une injonction extérieure, ben voilà le résultat, quoi. C'est-à-dire qu'on se fait plus confiance, où on n'entend plus cette petite voix qui guide, et le guide intérieur, il a fait ses mal, ou je sais pas, il dort quelque part, ça ronfle, à réveiller, quoi. Alors, l'éducation intérieure, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça passe par cet outil-là, évidemment, quand ça n'est pas au service de la réussite, évidemment, parce qu'on va les apaiser. Parce que souvent, moi, ce que j'ai entendu au départ, quand j'intervenais dans les écoles par rapport à la pleine conscience, c'est que le résultat, ça devait être pour calmer les enfants. Hein? Donc, ouf, au secours. Effectivement, un certain nombre d'enseignants désespérés nous ont demandé d'intervenir dans les classes, et en général, on fait des entretiens avec les enseignants et on leur dit, si vous avez une attente, vous serez forcément déçus, à la fois parce que la pratique de pleine conscience, c'est l'instant présent et il est impossible de prévoir l'instant présent, mais aussi parce que quand on a une attente, on bloque en fait un processus, comme vous l'avez dit, créatif, un développement de potentiel, et les enfants nous surprennent justement quand on leur laisse le champ ouvert et les potentiels ouverts. Donc c'est savoir s'écouter et savoir écouter ce qui peut advenir dans l'instant présent. Et je leur disais toujours, vous savez, moi, je n'interviens dans votre classe que si vous êtes ouverts à tout ce qui est possible, et je n'ai pas de baguette magique. Et dans les classes où c'était accepté, parfois j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment de la magie. Et c'est quand on se laisse la possibilité de voir ce qui peut advenir qu'on est vraiment surpris et enchanté. En fait, la question qui me vient, c'est comment on peut faire, du coup, maintenant qu'on commence à avoir des ponts avec l'éducation nationale, pour pouvoir vous inviter à participer, en fait. Voilà. Comment pouvons-nous faire? Vous en... Dès demain. Oui, on est tout à fait disponible à intervenir quand vous le souhaitez. Et on a effectivement un certain nombre d'expériences qu'on peut partager et exposer. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il faut qu'on procède, en fait. Le plus dur, en fait, c'est d'avoir fait le pont. Là, on a la chance, comme le psychomotricité, c'est une profession qui est reconnue par l'État. Du coup, on ressemble à un interlocuteur. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir, effectivement, que ce mouvement vous intègre, peut-être. Bon, on en reparlera. C'était aussi pour ça que je voulais que vous vous rencontriez. Non, moi j'avais une question pour recentrer le débat sur la petite enfance. Et vous, en tant que professionnel, est-ce que vous avez déjà expérimenté avec des plus petits? Madame disait l'école à partir de 5 ans. Moi, je pense que en fait, déjà la maternelle, ça peut commencer à partir de 2 ans, mais en plus, les injonctions, elles viennent aussi parfois des parents. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, est-ce que vous avez déjà expérimenté avec les plus petits, avec des parents, pour sortir aussi un peu de l'école, parce que même si l'école a un rôle très, très fort à jouer, je voulais partager un peu ça avec vous. Je vais juste répondre pour ma part en ce qui concerne la maternelle, et puis je laisserai la parole pour les parents. On intervient dès la moyenne grande section de maternelle dans les classes avec les enseignants, sachant que le programme Eline Snell a été adapté par tranche d'âge, donc le tout premier programme avec la petite grenouille, c'est assez adapté pour les plus petits. Et après, pour les parents... Moi, si je peux juste rajouter quelque chose en lien avec le film, en fait, et puis en lien entre le fait d'être maman aujourd'hui.
ce qui a été très bien montré, en fait, c'est qu'il y a la mindfulness de façon pratique selon les programmes, et puis il y a tous les outils, en fait, qu'on peut aussi explorer pour porter une attention à soi. Et finalement, ça passe par le corps, ça on l'a dit, et il y a beaucoup d'outils. Donc en maternelle déjà, on peut utiliser énormément d'outils qui peut-être s'intègrent pas dans un programme comme on l'imagine, assis, très rigide, etc. Mais au final, ça développe quand même l'essentiel, c'est-à-dire l'attention à soi, à son corps, à ses émotions, à travers son corps. Et je pense que ça peut être fait assez précocement. Oui, moi je suis Valérie, je suis responsable pédagogique dans une entreprise de crèche, donc je connais bien la petite enfance et Ensemble pour l'éducation avec qui on travaille aussi régulièrement. Alors il y a différentes expériences qui sont faites dans nos crèches, souvent portées par soit des éducatrices ou soit des psychomotriciennes qui sont chez nous. Et il y a d'autres façons de rentrer en contact avec soi, avec le tout petit. C'est plutôt, bien sûr, on part du potentiel du tout petit, donc c'est pas de l'apprentissage, c'est des aménagements des espaces qui invitent, des aménagements qui sont invitants au tout petit. Et notamment, je pense à 2 médiateurs qui rejoignent de cette écoute de soi. Soit ça passe par vraiment le livre, l'album du tout petit, le livre d'artiste, où quand on raconte une histoire à un bébé non marcheur ou à des plus grands, il y a comme une poésie qui se met dans cette relation parce que on l'invite à rentrer dans le monde du sensible, de l'émerveillement, de la poésie, de la prosodie, du rythme, des mots, des chansons, voilà, qui rentrent dans une ambiance d'écoute, d'observation, où on n'attend rien d'autre que de ce plaisir partagé entre celui qui offre et celui qui reçoit, et qui renvoie à celui qui offre un émerveillement, un regard, des jeux. Donc vraiment tout ce qui se passe autour du livre avec le tout petit dans ces moments courts de relation. Et je pense à une autre médiation, c'est aussi des ambiances d'inspiration plus zen, polysensorielle, où on change les lumières, on change les couleurs, où on met beaucoup de blanc pour le reflet que ça peut reprendre, avec les ombres, les lumières, des objets qui sont vibrants, qu'on voit le bébé qui pose, qui va chercher, qui pose sur son corps, qui roule avec. Et donc tout ça, ça passe bien sûr par le mouvement et par le sensoriel. Et il y a, comme vous le pratiquez, il n'y a aucune attente. Et l'enfant, on le voit, il a un comportement tout à fait différent avec des médiateurs de cette nature-là. Et bien sûr, ça passe par le mouvement. Certains vont aussi faire allonger les bébés, etc. Mais il y a des fois des outils tout à fait ordinaires qu'on relie pas, qu'on n'appelle pas des méditations en pleine conscience, mais qui relient à cette dimension d'écoute de soi. Les bébés, ils sont les yeux ouverts, ils bougent, ou ils sont admiratifs, ou ils sont explorateurs, peu importe comment eux-mêmes réagissent, mais on rentre dans une dimension du sensible. Je me souviens d'un petit bébé qui jouait avec une ombre, voilà, avec l'ombre de quelque chose, et il voyait bien qu'il n'y avait pas de matière. Donc, c'est cette entrée dans une autre dimension que certains professionnels appellent ça un peu magique, peu importe, mais voilà, moi ça me fait vraiment penser à cette dimension aussi pour des tout petits. Je parle vraiment des non-marcheurs, quoi. Voilà. Alors, moi j'ai envie d'ajouter quelque chose qui va être peut-être un peu provocateur, mais je travaille en crèche également. Et je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que je crois que le tout petit, s'il est accompagné par un adulte qui est conscient de lui et qui lui permet d'être très tôt, dès sa première heure de naissance, et d'être conscient de lui-même, mais il n'y a pas d'outils, il n'y a rien à faire, il y a juste à être avec l'enfant et à lui transmettre du sens sur ce qu'il vit,
En fait, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, éduquer un enfant, peut-être que c'est être transmetteur de sens, traducteur de ce qui se vit pour l'enfant. Voilà. Donc, la question initiale, je ne sais plus qui est-ce qui l'avait posée, sur la toute petite enfance, c'est toi, Marion? Ben oui, c'est toi, Marion, pardon. Eh ben je vais la dire, ma provocation. Je pense que si les enfants étaient dans un monde idéal bien accompagnés, dès le début de la vie, on n'aurait pas besoin de ces outils, parce que ça serait naturel, tout simplement. D'où l'association que l'on a cofondée ensemble, qui s'appelle les Tisseurs d'Humanité, parce qu'on a commencé à travailler en crèche ensemble, en fait, avec Sidonie. Et Sidonie, donc j'ai commencé à mettre en place effectivement tout ce dont vous parlez. Et Sidonie, comme elle est psychologue, elle avait comme rôle d'être auprès des équipes et d'accompagner les équipes. Et là, des ponts très clairs en fait se sont faits, qui ont très bien été décrits par Sidonie. Et dans le projet des tisseurs, Sidonie a prévu que le corps enseignant puisse être soutenu en fait dans son quotidien. Elle va mieux vous en parler que moi. Non, en fait, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais juste préciser, c'est que à la crèche, au départ, on m'a demandé de m'occuper des enfants. Sauf que une demi-journée, allez, grand max, une journée par semaine pour s'occuper de 60 enfants, moi, je ne suis pas capable. Hein. Donc, je leur ai dit non, moi, je ne vais pas faire comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais m'occuper des équipes. Ah bon? Qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà, ça a très bien fonctionné. Du coup, ça a changé l'ambiance de la crèche. Ça a inclus les parents qui, au départ, me voyaient, avaient très peur. Et maintenant, c'est eux qui viennent. Les équipes, pareil. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de cette association. C'est qu'on s'est dit, c'est super, ça marche super bien. Du coup, il y a du bouche à oreille. C'est une ville où il y a une dizaine de structures de petite enfance. Et nous, on n'est pas une très grosse crèche. Et du coup, par le bouche à oreille, tout le monde veut aller chez nous, alors que nous on ne parle pas de ce qu'on fait, mais c'est voilà. Et donc là on s'est dit il y a un truc à faire. Si jamais on pouvait permettre ça, offrir ça aux enseignants dans les écoles, ce serait extraordinaire. Si on peut à la fois soutenir les enseignants, accompagner, et former aussi les enfants quelque part. C'est pas former, éveiller les enfants à eux-mêmes, créer du lien avec les familles. Ça peut être pas mal. Je vais préciser que dans chaque séance, il y a une pratique en mouvement et il y a même une séance pendant laquelle on danse. Oui, donc, dans le programme, c'est vraiment intégré. On parlait d'histoire. En fait, j'ai pas voulu détailler, mais chaque séance va commencer avec une petite histoire qui va justement permettre d'introduire une thématique. Donc, la grenouille, par exemple, on commence par une histoire sur la respiration, la façon dont la grenouille, elle a son petit ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et puis, on va tout de suite être dans la pratique, dans l'expérience soi-même de ce que ça fait. Après chaque pratique, il y a des échanges. Les enfants peuvent exprimer justement ce qu'ils ont ressenti s'ils le souhaitent. Et donc, tout ce dont on a parlé, le lien avec soi-même, le lien avec l'autre, le fait de conscientiser ce qu'on a expérimenté, de se rendre compte que c'est tout à fait normal, même si on trouve ça bizarre, se rendre compte que ce qu'on trouve tout à fait normal, ça peut être très différent chez quelqu'un d'autre, donc confronter aussi des points de vue différents, des expériences différentes, et puis être en mouvement ensemble. Les enfants, ils voient parfois pour la première fois leur enseignant faire des mouvements. Alors bien sûr, il y a des petites pratiques d'éducation physique dans lesquelles les enseignants, plus ou moins, font courir les enfants, font bouger les enfants. Mais moi, j'ai remarqué que dans certaines classes, les enseignants ne bougeaient jamais avec les enfants. Et donc, pendant ces pratiques, ils se rendent compte que l'enseignant, lui aussi, il va avoir des moments où il va rigoler parce qu'il y aura des choses amusantes, il va montrer ses émotions. Parfois, certains enseignants demandent aussi à partager ce qu'ils ont ressenti pendant la pratique. Donc tout ça, ça fait partie intégrante des programmes de mindfulness, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Donc, si notre objectif à tous est effectivement d'augmenter le champ de conscience de notre civilisation, nous n'avons pas d'autre choix
que effectivement tisser tous ensemble cette possibilité-là. Et donc peut-être que oui, on va faire. Donc le pont avec l'éducation nationale est fait. Maintenant, voyons voir les autres ponts. Peut-être aussi y inclure des personnes qui pourraient, dans le même objectif que le nôtre, permettre aux enfants de danser, de chanter, du hip-hop, permettre aux enfants de faire de la musique. Enfin, voilà. Pas dans l'objectif de performer dans cette pratique-là, mais dans l'objectif d'augmenter leur champ de conscience, et que de ce champ de conscience, en fait, naisse une nouvelle façon d'envisager l'adulte. Voilà. Merci à tous, merci. Et puis j'espère, de toute façon, qu'on va se revoir et on va se reparler. Voilà. Merci.